vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner au quotidien des acteurs de référence dans le domaine des ressources humaines, du talent management, mais pas seulement. Et on a voulu, pour ce podcast, vous offrir un moment privilégié avec certains de ces interlocuteurs qui vous partagent leur expertise sur un sujet de leur choix. Aujourd'hui, je reçois Jean de la Roche-Brochard, managing partner chez Kima Ventures, qui va nous parler de l'importance de l'entourage chez les entrepreneurs. Bonjour Jean, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode du Talent Podcast. Salut Chloé. Avant de démarrer sur le cœur de notre sujet, pourrais-tu donc te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas dans notre auditoire ? Yes, je m'appelle Jean de la Roche-Brochard, je bosse avec Xavier Niel depuis 8 ans maintenant et je m'occupe d'une partie de ses investissements dans les startups. Avant ça, j'accompagnais des boîtes qui cherchaient à lever de l'argent et depuis que je les rejoins, j'investis dans une centaine de startups par an, des montants entre 100 et 150 000 euros. Et maintenant, c'est un portefeuille de pas loin de 1000 startups. Donc mon job, c'est financer et essayer d'accompagner les entrepreneurs. Ok, merci pour cette présentation. La thématique de ce podcast, elle est toujours libre. Quand je t'ai proposé de le faire, tu m'as répondu assez spontanément sur l'entourage des entrepreneurs. Donc pourquoi c'est un sujet qui te touche particulièrement ? Bon, d'abord, c'est sympa de dire que c'était spontané. Je pense que j'ai quand même dû réfléchir un petit peu. Au début, je voulais te faire une réponse un peu lambda, du style « Non, mais l'entourage, tu sais, c'est important et c'est quelque chose auquel on revient régulièrement, gna 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 et tout. » Et en fait, pas du tout. C'est parce que j'ai un entrepreneur dans mon portefeuille en ce moment qui a une boîte incroyable et je pense qu'il a tout pour réussir, mais il est en train de se fermer petit à petit. Et notamment à des gens de son entourage qui, je pense, peuvent l'aider à progresser. Et quand tu m'as posé la question, en fait, c'était pile à ce moment-là. Donc, c'est un sujet du moment. Et donc, je me suis posé la question de, OK, il est en train de se fermer, il a besoin de s'ouvrir, c'est un sujet d'entourage. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Et nous y voilà aujourd'hui. Ok, donc c'est d'actualité. En plus, on va avoir un exemple concret, donc c'est parfait. On parle de qui exactement quand on parle de l'entourage ? Quand on parle de l'entourage, on parle des proches, donc du cercle intime. On parle des collaborateurs, des gens qui bossent avec nous. Et on parle aussi des gens qui nous conseillent, qui nous aident, qui sont extérieurs, qui ne sont pas exactement des collaborateurs, qui ne sont pas non plus cercle intime, mais qui sont entre les deux. Et ces trois personnages, je dirais, ils ont de l'importance parce qu'on a des relations différentes avec eux. Et donc ça veut dire qu'on a une perception de ce qu'ils nous disent qui n'est pas la même. Et pourtant, on les utilise toutes les trois pour la même chose. On cherche à les convaincre. Et c'est aussi le job de l'entrepreneur de convaincre les gens avec qui il bosse et tous les gens avec qui il échange en permanence. Il y a un sujet de questionnement. On pose des questions aux gens et c'est en fait ce questionnement qui permet de progresser. Et puis, il y a aussi le besoin de se confier. Parce que l'entrepreneur, il est isolé, il est seul, il est face à des difficultés et il faut que ça sorte, quoi. Et donc, avec ces trois personas, il y a ces trois fonctions-là. Et donc, tout ça, ça fait une très jolie matrice qu'il faut mettre en musique. Et alors, du coup, il y a un ordre vraiment, c'est-à-dire que les trois besoins doivent être couverts par les trois cibles en particulier. Je pense qu'on ne peut pas tout couvrir. Et ce serait illusoire de le penser. Mais l'entrepreneur doit se poser la question de c'est quoi la partie qui couvre pas ? Au moins pour se poser la question de est-ce que c'est quelque chose qui lui manque ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il cherche à ignorer, qu'il cherche justement à pas toucher parce que ça lui fait peur ou ça lui renvoie une image de... Tu vois, ça peut renvoyer une image à l'entrepreneur qu'il n'a pas envie de voir. Donc, c'est important de se poser cette question-là. Et alors du coup, je me permets d'exploiter l'exemple concret dont tu parlais tout à l'heure. C'est quelle partie qu'il a pas suffisamment abordée et ça a quoi comme impact au final ? Dans le cadre de cet entrepreneur... C'est difficile parce que tu parles de quelqu'un et dont tu dois taire le nom aussi, donc c'est un peu un piège là. Mais nous, nos meilleurs entrepreneurs, je pense que la difficulté de l'entrepreneur, c'est qu'ils font des choix qui sont contre-intuitifs et qui s'avéreront être vrais. Et nos meilleurs entrepreneurs font ces choix-là. Du coup, quand tu fais un choix à un moment donné qu'il est vrai, alors que tout le monde t'avait dit de pas le faire, tu te dis que tous les choix que tu vas faire après, ils sont extraordinaires, tu vois. Pas bien. Et donc, tu te retrouves avec un investisseur, un advisor ou quelqu'un qui te dit non, mais tu devrais peut-être réfléchir à ça. Et en fait, ton réflexe de base, c'est le rejet. Parce que tu dis non, mais moi, je veux pas faire comme les autres. Non, mais à un moment donné, si tu fais rien comme les autres, tu y arriveras pas. Et donc, il y a cette dichotomie qui se crée, qui est, c'est ma singularité qui fait que je suis là aujourd'hui. Et en même temps, en fait, je surexploite cette singularité ou je la survalorise. Et du coup, j'écoute plus les autres. Et donc, je me ferme à des conseils qui, potentiellement, sont de très bon sens, sont très simples, ont peut-être été appliqués par 1000 personnes avant, mais qui seront peut-être utiles cette fois-ci aussi. Et donc là, c'est ça, il se ferme en fait à l'extérieur, parce qu'il a peur de perdre sa singularité. Et je pense que c'est traître.
Et alors justement, parmi les causes, on doit la retrouver assez souvent, le fait d'avoir déjà fait des choix et de s'être prouvé que voilà, on était capable de faire des choix différents des autres. Il y a d'autres causes que tu retrouves, si tu regardes finalement les entrepreneurs avec lesquels tu bosses, qui peuvent expliquer pourquoi certains vont être plus réticents que d'autres à s'ouvrir? Ouais, alors je pense que la première cause, c'est une cause toute bête, ce qu'on appelle, je sais pas comment t'appelles ça dans ton jargon en français, mais en anglais on dit beaucoup growth mindset. Il y a des gens qui sont en capacité de progresser et d'autres qui sont moins en capacité de progresser. Et moi, tu peux pas savoir à quel point je pète un câble quand je me retrouve en face de quelqu'un. Et en fait, t'essayes d'envoyer des éléments, pas pour avoir raison, pas pour lui donner la solution, mais pour que ça réagisse en face. Et tu te rends compte qu'en fait, ça ne bouge pas, quoi. Ça fait du surplace. C'est insupportable. Donc ça, c'est un premier élément de résistance, je pense, manque de growth mindset, qui fait que les gens ont l'impression de progresser ou se convainquent qu'ils sont en train de progresser alors qu'en fait, ça ne progresse pas du tout. Deuxièmement, il y a un problème aussi de synchronisation, c'est-à-dire que t'as deux individus qui se parlent, mais ils se parlent pas de la même manière. Et donc, même si l'un peut avoir raison, ou même si la conversation est utile, le fait qu'ils n'arrivent pas à se comprendre dans la forme fait que, en fait, le fond, on n'y arrive jamais. Et donc, nous, on a souvent ce cas avec des entrepreneurs et des investisseurs, où on se retrouve autour d'une table, il y a l'entrepreneur et les investisseurs, et en fait, il n'y a pas le pont de communication qui se crée entre les deux. Moi, mon job, typiquement au quotidien, c'est de m'assurer que les entrepreneurs avec lesquels j'échange de telle manière à ce qu'on se comprenne, à ce que l'information que je fais passer soit captée, soit comprise, etc. Donc ça demande pas mal de travail. Là, demain, j'ai rendez-vous avec un entrepreneur. C'est une session de 2 heures. J'ai préparé pendant 2 heures la session de 2 heures. Parce que je sais que l'ordre des questions, la manière dont elles vont me poser, etc., vont pas faire... Il va pas apercevoir les éléments de la même manière que si j'arrive et que je fais ça un peu à l'arrache. Voilà, donc 1, absence de growth mindset. 2, absence de synchronisation dans la com. Et 3, le truc le plus bête, je pense, c'est le déni. Tu vois, à un moment donné, quand les choses marchent pas, t'as pas envie de les voir, tu vois, ça fait chier. Plus facile de célébrer les succès que d'accepter les échecs ou les moments difficiles. Donc, on est dans des situations où le déni, c'est horrible. Et puis en plus, ça met du temps pour les entrepreneurs pour s'en rendre compte. Parce que t'essayes de leur donner les éléments et putain, ils sont forts à inventer un nombre d'excuses pas croyable pour se convaincre. Bon, en fait, on touche un peu au sujet de la coachabilité, ça tombe bien, c'était une de mes questions. Et donc de la capacité différente des gens à accepter les feedbacks et puis à les intégrer aussi, parce que c'est une chose de les entendre et puis c'est une autre de les transformer, d'en faire quelque chose en fait. Donc on est finalement assez inégaux sur le sujet. Ça c'est sûr. Voilà, ma question c'est, est-ce qu'au bout du bout, c'est une question qu'on nous pose souvent finalement dans des contextes d'accompagnement, au bout du bout, est-ce que ça a un vrai impact sur la capacité de l'entreprise à se développer, donc la coachabilité du dirigeant? Alors, c'est marrant parce que j'ai lu un papier que tu m'as envoyé sur les caractères des entrepreneurs. J'ai pas tout lu, mais bon, le sujet me grattait un peu. Donc, et il parlait de 2 éléments. 1, de l'ambition, de rapport à l'ambition, et 2, du rapport à la prudence. Ok. Donc, je trouvais ça intéressant. C'est les très bons entrepreneurs, a priori, ont de l'ambition et ont un rapport à la prudence qui, malheureusement, est assez démesuré dans le mauvais sens. Mais en fait, c'est cette prise de risque qui progresse, quoi. Je pense que la coachabilité, c'est la capacité à mettre de la mesure dans cette prise de risque, justement. Donc, à un moment donné, l'entrepreneur, il part dans tous les sens, mais il faut qu'il se recanalise, il faut qu'il fasse attention à l'intensité de la prise de risque qu'il est en train de prendre. À un moment donné, il est plus tout seul ou elle est plus tout seul avec ses associés, il y a des collaborateurs, il y a des clients, en fait, il y a d'autres enjeux. Et donc, la coachabilité, c'est aussi la capacité à mesurer à un instant T où tu te situes et quelle est ta responsabilité, non plus toi vis-à-vis de hey, je suis entrepreneur, je me lance, rien à foutre, je casse les murs, mais il y a plein d'autres gens en fait autour de moi qui dépendent maintenant de moi, il faut que je m'adapte à ça. Et tu regardes un peu, tu prends Snapchat. Donc Snapchat, il y avait une photo du fondateur avec sa femme, un gala ou je sais pas quoi et tout. Et le même jour, Snap annonce que le chiffre d'affaires va un peu dévisser ce trimestre. Et donc, avec l'investisseur qui est un investisseur historique de Snapchat, il me disait, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout dans ce gars-là? Et il est là à poser machin pendant que sa boîte dévisse. Et en fait, le mec, il touche plus seul. Il a perdu pied. Il avait une boîte extraordinaire. Il s'est coté en bourse, il avait 300 personnes. Il fallait pas grand-chose pour que le truc devienne rentable. Maintenant, ils sont 6000, c'est énorme, ça brûle du cash, c'est n'importe quoi. Et en fait, il a pas pris la mesure de là où il est, quoi. Et donc, ouais, la coachabilité, elle est... Je pense que c'est la capacité à un instant donné de prendre la mesure de là où tu es et d'évoluer vis-à-vis de ça, quoi. Et nous, nos meilleurs entrepreneurs, c'est des gens qui, en fait, ont cette capacité d'adaptation à mesure que la boîte grandit.
Ouais, et au final, la capacité à s'entourer de personnes qui sont capables de continuer aussi à te donner du feedback, puisque... Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est sa difficulté, c'est que tu vas aussi aller vers des gens qui te rassurent. Donc les gens qui te donnent du feedback, s'il te plaît pas, tu vas aller voir ailleurs, et s'il te plaît, tiens, je vais y revenir, quoi. Et donc là, ouais, t'as un enjeu d'accepter que ça va piquer de temps en temps. Ça va pas être toujours très agréable, mais c'est parce que c'est pas très agréable que ça a de l'effet aussi. On a abordé finalement l'enjeu de s'ouvrir, et notamment sur les conseils qu'on va avoir de advisor, coach, mentor, etc. et éventuellement de tes collaborateurs. La troisième catégorie finalement, c'est de réussir à s'entourer sur la sphère perso, alors que ce que nous on note, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'injonctions à dire à des entrepreneurs ou même des dirigeants de tout type de taille de boîte qu'il faut savoir couper des sujets pro quand on rentre dans son cercle personnel et justement réussir entre guillemets pour se préserver à éviter ce type de sujet-là. Et en même temps, cette espèce d'injonction à cloisonner les sujets, elle n'est peut-être pas forcément adaptée à tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il y a le sujet et il y a ce que tu ressens face au sujet. Quand tu vas chez toi, t'es pas obligé de dire ouais, il y a machin, il m'a cassé les couilles, machin, gna gna, je sais pas quoi. Tu vois, tu peux dire aujourd'hui, je me sens pas bien. Et pourquoi tu te sens pas bien ? Je sais pas, je suis irrité parce que j'ai eu un problème avec quelqu'un, tu vois. Et donc le but c'est pas de régler le problème avec la personne, c'est de régler l'irritation, tu vois. Donc tu peux très bien dans ta sphère privée te livrer sur la manière dont tu te sens sans avoir besoin notamment tu vois d'être très spécifique sur ce qui s'est passé exactement au bureau, etc. Et moi je pense qu'il faut en fait avoir quelqu'un en face de toi qui comprend, c'est déjà avoir réglé la moitié du problème, quoi. Tu vois, c'est donc moi je me suis tapé une migraine pendant une semaine, dire aux gens j'ai la migraine, ça va pas, et qu'ils disent je te comprends, je te fais pas chier, c'est déjà un grand pas, tu vois. Je demande pas à ce qu'ils nous soignent la migraine, juste qu'ils comprennent. C'est exactement la même chose. Tu viens, t'as eu une très bonne journée ou une sale journée, c'est le partage de quelque chose que tu ressens, et en face, l'acceptation de ce que tu ressens. Et rien que ça fait déjà la moitié du job, c'est cool. Donc, pour celles et ceux qui t'écouteraient et voilà, qui se posent des questions sur comment travailler sur ce sujet et qui ont peut-être, justement, qui sont pas dans le déni sur le besoin de s'entourer plus ou mieux, qu'est-ce que tu leur recommanderais ? Oh là là, elle est compliquée cette question. Et en plus, pendant qu'on était en train d'aborder les différentes, moi j'appelle ça les phases de la matrice, j'arrive pas à remettre le point sur un troisième truc, quoi. Donc je te disais, les entrepreneurs, ils se confient à leurs proches, à leurs collaborateurs et à des personnes extérieures. Le but, c'est évidemment de convaincre, de se faire aider en questionnant et de prendre du recul. Et c'est la capacité à transmettre et à recevoir. Et donc ce truc-là, en fait, je pense qu'il est hyper important, il faut arriver à pas se mentir à soi-même. Et pour pas se mentir à soi-même, je pense qu'à tout instant, tu te poses la question de quelle est ta capacité à donner et à recevoir, quoi. Et donc tous les jours, il faut se poser cette question-là, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je reçois le feedback, je reçois l'information et je la traite ? Et est-ce que quand j'ai quelque chose, est-ce que je la transmets aussi ? Et plus on est ouvert à l'autre, plus ça marche. Tu vois, il y a ce bouquin qui s'appelle The 5 Dysfunctions of a Team, que j'aime beaucoup, et dont la pyramide est triviale. Donc, j'aime bien cette scène. Ils s'installent autour d'une table, je sais pas, avec une dizaine, et la personne qui anime la table ronde leur dit « Racontez-nous un fait marquant de votre enfance ». Et donc, chacun raconte un fait marquant de son enfance. Et évidemment, le fait marquant de son enfance, haha, surprise, ça dénote un trait de caractère qui est persistant à l'heure actuelle. Ce qui fait que les gens, du coup, comprennent la personne en face. Parce qu'ils en comprennent la cause aussi. En comprenant la personne en face, ils deviennent tolérants vis-à-vis de cette personne-là. Et la tolérance crée la confiance. Cette confiance, elle leur permet de rentrer dans des débats qui sont parfois conflictuels mais constructifs, de pas être toujours d'accord, mais de au moins avancer dans la même direction, et donc du coup de s'engager les uns vis-à-vis des autres et d'avancer vers le bon résultat, quoi. Et toute la base est là, quoi. La tolérance et la confiance. Et donc je pense que n'importe qui aujourd'hui qui se pose la question de qu'est-ce que je dois faire, comment je m'entoure, etc., c'est vraiment créer cette base de confiance et de tolérance avec les gens avec lesquels on bosse, avec les gens extérieurs et avec nos proches. Et après, il faut laisser prendre la mayonnaise, quoi. On a tous peur de se confier, on a tous peur d'être vulnérable. Moi, je me rappelle, j'avais un boss, on bossait sur une présentation et je lui dis tout le temps « Ah, je sais. » Il me dit « Putain, Jean, t'es chiant, arrête de dire que tu sais. On voit bien que tu sais pas. Donc quand tu sais pas, tu le dis, c'est pas grave, je t'explique. Ok ? Quand on sait pas, on sait pas. Dis-le, les gens, ils sont contents de t'expliquer. » Et ouais, maintenant, quand je sais pas, je dis, je sais pas. En fait, les gens, ils sont contents de t'expliquer. Donc, la vulnérabilité, ouais, je pense que ça commence par là. Donc, il faut, évidemment, vous allez vous faire taper dessus, les gens vont abuser de vous, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je crois que le premier pas pour bien s'entourer, c'est de savoir être vulnérable.
Et ça nécessite effectivement d'être aussi lucide sur ses forces et sur ses limites. Mais on a touché à un sujet que je voulais justement aborder. Une grosse partie de notre audience aujourd'hui, c'est des DRH. Et du coup, la question qu'ils nous posent régulièrement, c'est comment est-ce qu'on fait pour constituer des équipes dirigeantes complémentaires? Donc la notion de la complémentarité dans l'entourage, c'est quand même important. Est-ce que tu as un avis sur le sujet? Là, je vais te servir la soupe, c'est la tienne, tu vas la trouver très bonne. En fait, si tu mets quelqu'un dans un bureau et que tu commences à lui parler de l'importance de la complémentarité, de se comprendre, etc., machin, elle va se sentir un peu épiée, jugée, qu'est-ce qui se passe, etc. Si tu la mets en face d'une personne extérieure à l'entreprise, avec des tests qui sont exactement les mêmes, qui sont passés par tout le monde, tu la mets dans une zone neutre. Cette zone neutre, elle permet de se mettre en confiance. Cette confiance-là, c'est ce qui permet d'accepter le fait que, on travaille ensemble sur cette amélioration collective, à la fois de chacun individuellement et de la manière dont on collabore, quoi. Et donc, je pense que c'est la première chose que doivent faire les DRH, c'est éviter de créer cette zone de réflexion sur l'individu et le groupe et comment il peut s'améliorer à l'intérieur de ce même groupe. Parce que tu crées beaucoup de défiance, quoi. Et d'où l'utilité de passer par des gens extérieurs comme toi pour faire ça en dehors de la zone de travail. C'est gratuit. Ok. J'ai une autre question qui est une question un peu récurrente dans ces épisodes. Quelles seraient finalement pour toi les 3 idées reçues ou les 3 pires pratiques que t'entends dès lors que t'es sur le sujet de l'entourage? Le premier truc, c'est les gens disent non, c'est bon, je suis bien entouré. On peut toujours être mieux entouré, donc si tu commences à dire ça, c'est que c'est jamais fini. C'est jamais fini. Donc ça, c'est problématique. Premier truc. La deuxième chose, c'est manquer d'intentionnalité. Moi, j'adore ce mot-là, être intentionnel. Et je pense qu'il faut être hyper intentionnel sur la manière dont on s'entoure. Donc, est-ce que vous êtes réellement posé la question de qui vous entourez, pourquoi, dans quel but, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Et c'est pour ça que je parle de cette matrice où il faut voir où est-ce qu'il y a des trous, parce que c'est probablement là qu'on a des défiances et où les choses se contractent. Et la troisième, parce qu'il faut toujours 3 items dans de bonnes idées. Je sais pas, la peur de se confronter à l'autre. Tu vois, les gens aiment pas se confronter aux autres. Ils préfèrent rester dans leur précaré, tout seul, se faire leur propre feedback avec eux-mêmes et tout. Il faut se confronter à l'extérieur, faut pas avoir peur. Et les gens vont pas vous bouffer. On a posé une question d'exemple. Tu as démarré directement par ça sur un entrepreneur qui aurait pas bien abordé toute cette dimension-là. Ça fait toujours aussi du bien d'avoir des bons exemples et des modèles. Est-ce qu'à contrario, tu as en tête un exemple que tu nommes ou que tu nommes pas, au choix, de quelqu'un qui aurait plutôt des bonnes routines, des bonnes habitudes sur le sujet de l'entourage? Alors là, c'est pas directement lié à l'entourage, mais c'est lié à mon avis à une conséquence de ça, c'est la capacité de remise en question. Et d'ailleurs, de bons entrepreneurs, c'est des gens qui doutent peu, mais qui ont une capacité à se remettre en question extraordinaire, tu vois. Donc il y a cette dualité qui est là. Et on a un entrepreneur de notre portefeuille qui s'appelle Antoine Martin, qui a monté une boîte qui s'appelait Zenly, qui a justement été vendue à Snap. Et il en a remonté une. Et moi, j'adore échanger avec ce mec-là parce que il est bourré de conviction, il est bourré de certitude, il a hyper confiance en lui. Et à chaque fois que tu le challenges sur un sujet, il écoute, il reçoit l'information, il la traite, il peut revenir sur ce qu'il a dit, etc. Et cette capacité de remise en question permanente, elle est incroyable. Et l'entourage sert à ça. L'entourage sert à challenger ses convictions et à se remettre en question. Et si on se remet en question, a priori, c'est qu'on est plutôt sur la bonne pente. Après, ceux qui ont un manque de grosse mindset flagrant passent leur vie à dire qu'ils se remettent en question alors qu'ils ne le font pas. Mais bon, c'est un sujet un peu plus complexe. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée à laquelle tu aurais voulu répondre? Est-ce qu'il y a une question que tu as posée à laquelle j'aurais voulu répondre? Si à un moment donné, tu m'as dit il va falloir quand même qu'on parle de cas spécifiques. Oui, alors, les cas spécifiques, c'est toujours difficile parce que, comme les mauvaises nouvelles, tu essaies de les oublier. Mais par contre, je te disais, la personne qui ne sait pas, donc ça, typiquement, c'était un bon exemple. Les gens qui cherchent trop à convaincre et à se convaincre. Si vous êtes dans cette situation-là, vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous êtes dans une conversation, dominez la conversation. En fait, faites gaffe parce qu'il y a potentiellement un problème là. Et la solitude, l'isolement. Je pense que c'est la plus grande difficulté à laquelle sont confrontés tous les entrepreneurs. C'est con de rester isolé alors qu'il y a plein de gens qui vous veulent du bien, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Merci Chloé. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés
de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site authentictalent.fr. Suivez-nous sur notre site authentictalent.fr ou sur notre page LinkedIn. À très vite, au revoir.